Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le représentant du facilitateur de la crise ivoirienne quitte définitivement la Côte d'Ivoire. Bourema Badini, représentant le président burkinabé Blaise Compaoré, est appelé à d'autres fonctions dans son pays. Avant son départ, un dernier hommage lui a été rendu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'était au cours d'une cérémonie au plateau et c'est avec Alexis Ouedraogo. Des couleurs, un parterre de personnalités pour dire adieu ce jeudi à l'ancien facilitateur de la crise ivoirienne, Bourema Badini. Président d'institutions et membres du gouvernement ont fait chanter leur cœur à l'unisson pour dire merci à celui qui aura été l'une des chevilles ouvrières du dialogue politique de Ouagadougou. Cet accord, il faut le rappeler, a contribué à l'avancée du processus de paix engagé dans le pays après les crises de 2002. Vous vous êtes attelé à rapprocher, bien souvent dans la discrétion, des positions antagonistes. Et lorsque le processus prenait, il faut le dire, du plomb dans l'aile, c'est plus d'une fois que votre entregent personnel a permis de débloquer des situations jugées inextricables au départ. Vous avez passé bien de nuits blanches, sous haute pression, tout cela au chevet de la Côte d'Ivoire, alors malade. Au-delà de cette célébration, c'est la solidarité et la fraternité entre deux peuples, ivoiriens et burkinabés, qui est exaltée, a ajouté le chef du gouvernement. Prenant la parole, le magistrat de grade exceptionnel s'est dit confus dans si grand honneur. Il a salué la chaleur et l'hospitalité de ce pays frère. Bourema Badini a exhorté les Ivoiriens à poursuivre le dialogue. Le pardon n'exprime seulement pas la justice, mais demander pardon soulage les cœurs meurtris et exonère la conscience de sa charge motive. Les Ivoiriens doivent continuer à se parler, à dialoguer. Ce qui vous unit, la Côte d'Ivoire, est plus important que ce qui vous divise. Continuez aussi de poser certains actes forts pour prouver qu'il n'y a pas d'exclusion et ne vous fatiguez jamais de parler même à celui qui fait la sourde oreille, car la paix de la nation finira par avoir raison de sa réticence. La cérémonie a pris fin avec un cocktail dans une ambiance bon enfant. Et puis le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a par la suite reçu en audience le président de Bolloré Afrique Logistique. Au cœur des échanges, l'examen de différents projets d'investissement dans des infrastructures de transport ferroviaire. Le représentant du groupe Bolloré a également évoqué l'attribution de la concession du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan à sa compagnie. Toujours avec Alexis Ouedraogo. Faire de la capitale économique ivoirienne un hub dans les domaines des services pétroliers pour la sous-région. Voilà l'un des projets présentés mercredi à Abidjan par le groupe Bolloré au chef du gouvernement. À très court terme, 2 portiques de quai arrivent sur le terminal conteneur d'Abidjan. Nous avons lancé la commande de 4 nouvelles locomotives sur site à rail. Nous avons un projet de développement d'une base pétrolière pour que Abidjan devienne un hub dans le domaine des services pétroliers pour la sous-région. Donc, nous avons beaucoup de projets. Dans le secteur ferroviaire aussi, le groupe entend investir près de 1000 milliards de francs CFA pour le projet notamment de prolongement du chemin de fer Abidjan-Niamey-Cotonou. Le président de Bolloré Afrique Logistique s'est prononcé sur les critiques formulées à l'encontre de son groupe qui vient d'obtenir la concession du deuxième terminal à conteneurs. Il a assuré que ce choix n'entravait en rien la compétitivité du port d'Abidjan. Dominique Lafonte a dit prendre au sérieux les plaintes déposées contre son groupe auprès de l'UEMOA. Il a soutenu que celui-ci ferait valoir des arguments solides pour sa défense. Ouverture aujourd'hui à Abidjan du 4e Forum des marchés émergents. En prélude à cette rencontre, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était hier face à la presse. Mabry Touakeus a annoncé plusieurs sessions orientées principalement sur les problématiques de stratégie de développement dans l'optique d'une émergence et d'une croissance inclusive au cours de ce forum. Un mot d'éducation à présent, c'était des appareils qui avaient été saisis l'année dernière lors des examens à grand tirage sur tout le territoire national. Plus de 2600 téléphones portables ont été détruits hier au lycée classique d'Abidjan, une action qui se situe dans le cadre de la lutte contre la fraude en milieu scolaire. Francis Boifo nous en parle. C'est une première en Côte d'Ivoire. 2635 téléphones saisis sur des candidats en situation de fraude
lors des examens à grand tirage, session 2012, ont été détruits sur les yeux impuissants de certains élèves au lycée classique d'Abidjan. Ça me fait vraiment mal. C'est vrai que certains élèves sont venus avec leur téléphone, donc c'est la première fois. Mais quand même, on pouvait remettre à ces élèves et leur dire d'aller à la maison après les examens, leur remettre le téléphone. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, c'est un signal fort qu'il veut lancer aux 215 369 candidats qui frappent cette année aux portes des universités. Pas question donc de céder aux émotions des élèves, dira le directeur des cabinets du ministère. Tous ceux qui seront pris dans les mêmes conditions, eh bien, les téléphones vont subir les mêmes réactions. Cela est inscrit au dos de leur convocation. Tout portable pris sur un candidat est définitivement confisqué. Ce que nous venons de voir ce soir s'inscrit en droite ligne de cette lutte-là contre la fraude. À chaque type de fraude, il y a une sanction qui est prévue. Il y a des candidats qui sont interdits d'examen pendant au moins 5 ans. Il y a des acteurs, je veux dire les enseignants, les chefs de centre, tous ceux qui ont été pris, eh bien, ils font l'objet de conseils de discipline et selon la gravité de leur cas, il y a des sanctions qui vont avec. Les épreuves orales du baccalauréat session 2013 ont débuté mardi dernier. Elles s'achèvent ce vendredi. Les épreuves écrites, elles, démarrent le mardi 25 juin prochain. Les candidats sont invités à lire attentivement leur convocation pour éviter toute éventuelle sanction. Les modalités d'ouverture d'une école de formation sont au centre d'une rencontre qui se tient à Abidjan, réunissant une vingtaine de pays africains. Ce conclave devrait permettre de renforcer les capacités des institutions en charge du contrôle au sein de nos États. Lansina Ouattara pour le compte-rendu. C'est lors de la 4e Assemblée générale du Forum des inspections générales d'État et des institutions assimilées en Angola que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter l'Institut international de formation aux métiers d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'enquête et d'investigation. C'est pour discuter des dernières modalités d'installation de ce centre de formation que les inspecteurs des pays membres du Forum ont effectué le déplacement à Abidjan. On va voir les textes qui vont créer cette école. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter les locaux de cette école de formation qui va former au master, qui va faire une formation diplômante. Et l'école va être créée en association avec l'université John Jay College de New York et va délivrer un master. Donc cela participe à la recherche de la bonne gouvernance, prônée évidemment par nos États. Pour le président du comité directeur du Forum, Joachim Mandé, inspecteur général d'État de l'Angola, l'ouverture de l'Institut de formation Ayam Sokro est une opportunité offerte par le président Alassane Ouattara, qui s'est engagé personnellement et a mis l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à la disposition du Forum. Comment freiner le chômage? Quelles actions mettre en œuvre pour trouver du travail à la majorité? Pour trouver des réponses à ces questions, un atelier de réflexion a réuni hier des responsables d'ONG et plusieurs autres associations. Et c'est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle en partenariat avec la Banque mondiale. On fait le point avec Honorine Agnigori. Selon l'ONUDI, en 2008, il y avait 4 millions, soit 20% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Avec l'avènement de la crise de 2010, ce taux a dû augmenter compte tenu de la fermeture de nombreuses entreprises. L'emploi est un facteur déterminant du développement économique et social. Il est important pour le bien-être des personnes. L'emploi est essentiel à la réalisation de nombreux objectifs généraux concernant la société, à savoir la réduction de la pauvreté, la croissance de la productivité à l'échelle de l'économie et de la cohésion sociale. Il s'agit donc au cours de cette rencontre de dégager entre autres des priorités en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, d'identifier les principaux obstacles à la création d'emplois au niveau du secteur privé et à l'émergence du secteur informel qui représente plus de 90% de l'économie. C'est surtout l'occasion de partager l'expertise de la Banque mondiale en matière d'emploi sur le thème création, emploi et insertion durable. Une politique de l'État doit permettre d'avoir un climat des affaires qui soit propice pour la création de l'emploi par le secteur privé, mais le gouvernement ou le pays, au fait,
peut mettre ces politiques en place, de telle manière aussi que les travailleurs sont protégés contre des abus. Tant que nous n'aurons pas de solution durable, de solution définitive, on va multiplier ce genre de rencontres parce que nous sommes convaincus que c'est au cours de ces échanges des idées peuvent apparaître pour nous aider à régler la question de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les résolutions de ce séminaire permettront de dégager des pistes d'actions concrètes à mettre en œuvre pour résorber le chômage en Côte d'Ivoire. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo, où les motos constituent un mode de déplacement privilégié. Mieux, ces engins sont utilisés comme moyen de transport en commun. Et pour savoir comment elles influencent la vie des populations, faisons une incursion dans l'univers des mototaxis à Korogo avec Patricia Omouetia. Les engins à 2 roues, nouveau moyen de transport très courant dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Le système des mototaxis sort de l'ordinaire. Certaines personnes les trouvent avantageuses car là où les taxis passent difficilement, la moto circule aisément. D'autres n'y sont pas favorables. Chaque fois, il y a des accidents de moto. C'est mortel, comme les pieds cassés, les bras cassés. Donc, pour ça, il préfère à son âge prendre un taxi voiture. Les mototaxis prendraient-elles la place des taxis à Korogo? L'hypothèse n'est pas à écarter, vu le nombre élevé des 2 roues ces dernières années. Ça ne marche pas. On n'arrive même pas à faire 5 000, peut-être des fois 3 000, 2 500 à la rigueur, après carburant. Tout semble indiquer que les jeunes filles tirent une fierté à s'asseoir sur une moto. Pour Salif, conducteur de moto-taxi depuis 4 ans, les affaires marchent difficilement. Il est vrai que les motos font partie intégrante de la vie des populations de Korogo et pourtant, il faut craindre des accidents. Donc il y a un musée qui est devant nous. Ça dit, lui-même, il ne sait même pas lui il partait là, il a embrouillé. Donc nous, on voulait partir à la gauche, lui il a pris gauche là. On veut retourner à la droite, il a pris la droite encore, là qu'il y a Poté qui était là-bas. Donc c'était forcément que... On ne sait même pas où nous on devait partir maintenant. Donc c'est un congé et puis nous on est tombés. Les mototaxis sont bien connus dans certains pays frontaliers. En Côte d'Ivoire, ils ont fait leur apparition en 2002. Le phénomène s'est vite développé dans le pays. Hors de la Côte d'Ivoire, au Brésil, la baisse du prix des transports ne parvient pas à calmer la fronde sociale déclenchée depuis 10 jours. Reportage. La fronde se poursuit au Brésil et fait tache d'huile. Des heurts ont opposé mercredi manifestants et policiers dans la banlieue de Rio et à Fortaleza. Ce mouvement social contre la vie chère gagne les banlieues populaires et surprend par son ampleur. L'étincelle est partie de la hausse du prix des transports en commun, mais la révolte semble avoir des causes plus profondes. Elle intervient alors que le pays investit des milliards de réals pour préparer le mondial 2014. La hausse des tickets de bus a permis de nous réveiller. Maintenant, nous nous battons pour de meilleurs services sociaux, pour la sécurité et l'éducation. Nous sommes fatigués, assez d'injustice. Je veux de meilleures écoles, je veux de bons hôpitaux et pas de stade de football. Les politiques semblent quelque peu débordés. Cédant à la pression populaire, la plupart des villes du pays, à l'image de Rio et de São Paulo, se sont résolues à geler les tarifs des transports en commun. Nous allons devoir assumer les coûts budgétaires de cette baisse des prix. Nous allons être obligés de réduire les investissements en se serrant la ceinture. Mais je comprends que la question des transports soit importante. Tout le monde souhaite des transports de qualité, suffisamment fréquents et à bas prix. L'annonce d'une baisse des prix du transport n'a pas suffi à calmer les esprits. La présidente Dilma Rousseff, après quelques jours d'hésitation, a pris conscience de l'ampleur du mouvement et déclaré qu'il fallait écouter la voix de la rue. Et qu'elle était même fière de voir les Brésiliens se battre pour un pays plus juste. Et c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de journée à tous et à toutes.